Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour s'intéresser au phénomène HelloKitX qui fait un petit peu de bruit sur X, un nouveau site pour proposer aux gens de migrer en dehors de X. Et ça fait pas mal de bruit, pourquoi? Parce que c'est développé par des gens en relation plus ou moins étroite avec le CNRS. Je dis plus ou moins étroite parce que justement c'est pas très clair. Et on va essayer de tirer tout ça au clair. On va fouiller sur le site web pour comprendre ce que c'est. On va aller voir sur le GitHub puisque on a le code source. Ou en tout cas ce qui est supposément le code source. On y reviendra. Et on va voir ce qu'il y a un petit peu sous le capot. Je commence par un préambule en disant que je suis ultra favorable, mais complètement, mais vraiment favorable au fait qu'il y ait des initiatives comme ça pour permettre aux gens de migrer leurs données d'un réseau à un autre. Alors là, déjà, d'un point de vue technique, non seulement j'y vois aucun problème, mais en plus je soutiens ça à mort. Il y a vraiment aucun sujet là-dessus, que ce soit sur le fait que ce soit nécessaire techniquement, mais aussi parce que c'est sain de ne pas être enchaîné à une entreprise ou à une entité, que ce soit un réseau social ou autre chose. Donc la portabilité des données, l'interopérabilité, 100% pour. 100% pour, donc déjà très bonne initiative sur le fond. J'y suis d'autant plus favorable que il y a un peu plus de 10 ans maintenant, moi-même j'ai contribué et je continue à contribuer à des projets de la société civile qui ont pour but justement de baisser la barrière à l'entrée pour des sujets politiques. Et effectivement, voilà, présence sur les réseaux sociaux, à qui appartiennent ces réseaux sociaux, en l'occurrence X qui appartient à l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, c'est des sujets politiques. Donc là, pareil, je soutiens à 100%. Vous pouvez aller voir sur mon GitLab, sur mon GitHub, et je reparlerai dans d'autres vidéos. J'ai contribué à des projets comme laprimaire.org ou Ma Voix. J'ai contribué techniquement, j'ai contribué d'autres façons diverses et variées. Donc j'y suis 100% favorable. Le bémol que je mettrais d'entrée, c'est que lorsque justement on travaille sur ces initiatives citoyennes, et lorsqu'il y a effectivement des collaborations avec des entreprises privées ou des institutions publiques, eh bien il faut énormément se méfier et être très consciencieux. Il faut bien sûr de bien respecter les règles. Voilà. J'ai toujours été extrêmement critique, justement, vis-à-vis de cette initiative que je trouvais trop privée et que je qualifiais de difficilement citoyennes ou civiques, puisqu'elles étaient essentiellement privées. Et j'ai toujours fait attention à respecter les règles. Pour vous donner un exemple, il y avait un moment ce qu'on appelait le bureau ouvert à l'Assemblée nationale. Donc c'était la députée Paula Forteza, députée des Français de l'étranger d'Amérique du Sud, qui ouvrait littéralement son bureau. C'est tous les vendredis, je crois. J'ai contribué pendant environ 2 ans, donc tous les vendredis, j'allais à l'Assemblée nationale. On n'était pas littéralement dans son bureau, hein, on était dans une salle de réunion, mais se posait souvent des questions par rapport aux moyens mis en œuvre. Par exemple, on va être beaucoup. Est-ce qu'on pourrait pas se réunir autre part, dans un autre lieu qu'à l'Assemblée nationale? Et à chaque fois, on avait des précautions qui venaient d'ailleurs des deux parties, c'est-à-dire des citoyens qui venaient contribuer, mais aussi de l'élu Paula Forteza ou alors de ses assistants parlementaires, de son équipe, qui disaient attention, faut pas mélanger les genres, on va pas faire le bureau ouvert d'une députée avec une salle prêtée par une société privée. Ça amène des questions auxquelles on veut pas répondre, tout simplement.
Donc, c'est des contraintes qui étaient tout le temps présentes et auxquelles on faisait tout le temps attention. Donc, on se limitait énormément et on devait se contorsionner pour être sûr qu'on n'enfreignait aucune règle. Voilà. La primaire.org, c'était pareil. Ma voix aussi. Ma voix, il y a eu une quarantaine, je crois, de candidats à députés dans différentes circonscriptions autour de la France. C'est posé à un moment la question d'avoir accès aux listes électorales pour pouvoir faire du mailing, par exemple. Donc vous verrez qu'il y a pas mal de personnalités politiques qui, c'est connu, hein, utilisent à des fins privées ou détournent à des fins politiques pour lesquelles c'est pas censé être utilisé, les listes électorales, donc les listes des noms, prénoms, adresses mail, numéro de téléphone des électeurs de leur circonscription, ou peut-être même du territoire national, je sais pas, mais voilà, donc ils font un mauvais usage de ces données. Et donc, à chaque fois qu'il y avait la possibilité d'avoir accès à ces données, il y a toujours eu, de la part des gens concernés dans la société civile, beaucoup de, pas de restrictions, mais beaucoup de restreintes, je dirais. Et de la part de moi qui suis entrepreneur, aussi, voilà, c'est cette limite que je ne voulais pas franchir, je ne voulais pas répondre à ces questions en fait. De facto, pour moi, c'était quelque chose qui était hors limite, qui était hors d'atteinte. Et lorsqu'on m'a dit tiens, tu peux avoir accès à ça, tout le monde le fait. J'ai dit, je suis pas là pour faire ce que tout le monde fait. Ok, donc on s'est énormément restreint. On voulait être sûr de n'enfreindre aucune règle, ne violer aucune loi. Tous les dossiers, en l'occurrence des candidats députés, à ma connaissance, ont tous été examinés. Ils ont tous été validés. Tous les budgets, alors qu'ils étaient crowdfundés, ont tous été validés. Enfin, tout a été bouclé dans les règles, que ce soit pour la primaire.org ou pour ma voix, j'y reviendrai. Donc voilà. Donc c'est des sujets que j'ai fréquentés de près, notamment au niveau technique. La première question qui m'a interrogé quand il a été question de faire, par exemple, du vote en ligne, ça a été, mais qui détient techniquement les clés des serveurs, des machines sur lesquelles le vote va se faire? Quelles technologies de chiffrement sont utilisées? Quelle est la mainmise des hébergeurs ou d'autres sociétés sur les technologies et sur les produits qui sont mis en place pour permettre ça? Donc, on a vraiment toujours essayé de faire les choses dans les règles. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans parce que ça a commencé en 2015 et ça s'est fini vers 2018-2019. Donc, ça a commencé il y a 10 ans. Et jusqu'ici, à ma connaissance, personne n'a été inquiété. Personne n'a enfreint aucune règle. Ok? Il n'y a eu aucun scandale, aucune révélation bizarre, alors qu'il y a eu quand même plus de 100 000 participants à la primaire.org. Donc tout a été fait selon les règles et il y a vraiment eu aucun problème de ce côté-là. Donc quand je vois une initiative qui semble être quelque chose qui émane de la société civile et qui va dans ce sens de offrir plus de liberté, plus d'interopérabilité, ou en plus derrière il y a de la technique, ça m'intéresse et donc je vais creuser. Donc allons creuser HelloKittix. Ça m'intéresse d'autant plus que donc une des personnes qui est vraiment, en tout cas, la figure de proue de ce service, de cette initiative, c'est un monsieur qui s'appelle David Chavalarias. Alors je crois que je devrais dire docteur, parce qu'il me semble qu'il est docteur, et plus précisément qu'il est chercheur au CNRS. Voilà, il est marqué un CNRS, Research Director. Et donc il est le directeur de l'ISCPIF. On verra tout à l'heure ce que c'est. Et sur X, sur lequel il est très, très actif, ironiquement, il finit par dire « L'outrage à l'égard d'un agent chargé d'une mission de service public est puni de 7 500 € d'amende s'il est commis par un auteur unique, 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende s'il est commis par plusieurs auteurs. Nous sommes dans le deuxième cas. » Donc en gros, il menace ouvertement, publiquement, les gens qui interrogent le fonctionnement
et la légalité à différents niveaux et le respect des règles de l'initiative HelloKittyX qu'il le porte, pas à lui seul, hein, mais qu'il porte, dont il est en tout cas la figure de proue sur X. Et donc, bon, là ça pue un peu quand tu proposes un service et 3 jours après, la première chose qui se passe, c'est menacer les gens qui posent des questions. Voilà, menacer de 6 mois d'emprisonnement les gens qui posent des questions. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et ça donne pas confiance du tout. Voilà. Donc, HelloKittyX, il y a un site, hein, HelloKittyX.com. Bon, HelloKittyX, évidemment, Hello Kitty, copyright infringement, il y a une propriété intellectuelle à respecter. Je trouve ça extrêmement... J'aime bien le jeu de mots, mais je trouve ça extrêmement dommageable que directement, dans le nom, qui sonne bien, hein, il n'y a aucun problème avec ça, mais directement, c'est ambigu, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est le genre de choses qu'on se serait jamais permise, que je me serais jamais permise, et sur lequel j'aurais dit je suis très très inconfortable avec ça, et j'aurais voulu que ce soit marqué quelque part pour que quand on vient chercher des problèmes et qu'il y a éventuellement une action en justice, il est marqué quelque part, Jean-Marc Leroux a dit non, moi j'étais pas d'accord. J'étais contre. Voilà. Déjà, ça me plaît pas. Moi, déjà, en tant que personne qui techniquement aurait dû contribuer à ça, dire, oh là là, l'homme le plus riche du monde, il possède Twitter, soi-disant, il met des biais technologiques, il censure, etc. Et de l'autre, rien que sur le nom et sur le logo, la petite mascotte, je fais pour moi ce qui s'apparente très clairement à du vol de propriété intellectuelle et l'utilisation d'une marque d'un tiers. C'est pas bon, c'est hypocrite. Déjà c'est pas bon. Mais admettons, c'est sympa. Peut-être qu'ils ont demandé l'autorisation des ayants droit de Hello Kitty. Peut-être, c'est peut-être le cas. J'espère que c'est le cas et j'espère qu'ils l'ont eu. Et si c'est le cas, tant mieux. Voilà. Mais déjà, c'est un petit red flag. Pourquoi quitter X ? Bon, alors là, j'ai moi-même plein de raisons de quitter X. Sous Elon Musk, X est devenu une machine à manipulation de l'opinion. Refusons d'en être complices. Alors, ça c'est une opinion. À ma connaissance, la recherche académique et les journalistes ne sont pas du tout d'accord sur le fait que X est devenu une machine à manipulation de l'opinion. D'accord, c'est pas du tout le consensus ni académique ni journalistique. A priori, moi, de ce que je vois passer justement différentes études, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, depuis que Elon Musk a racheté X, il y a plutôt plus de parité qu'avant. Avant, il y avait un énorme biais plutôt vers les idées de gauche, et maintenant, il y aurait plutôt de l'équilibre. Voilà. Moi-même, qui fais l'arbu de notes de la communauté, j'en reparlerai, mais je ne constate pas du tout ce biais de l'opinion. Un exemple flagrant, c'est le geste que je commenterai pas ici d'Elon Musk pendant l'inauguration de Trump, où 12 heures après, il n'y avait toujours aucune community note pour dédouaner le geste d'Elon Musk. D'accord ? Donc en termes de je manipule l'opinion et je manipule le réseau, ça se pose là. Donc, ni pour dédouaner, ni pour expliquer, ni pour excuser, d'accord ? Alors que les community notes existent dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Donc déjà, ma connaissance, c'est que c'est cette première chose. On est sur l'opinion, on n'est pas sur du fait. La personne, encore une fois, qui est la figure de proue de Hello KittyX, c'est donc David Chavalarias, docteur Chavalarias. Je vais dire docteur au cas où, je pense qu'il est docteur, et donc je préfère dire docteur et me tromper plutôt que l'inverse. Respect du titre, tout de même. Et en fait, ce même docteur Chavalarias a fait une étude, pour laquelle il est souvent interrogé dans les médias. L'étude en question
Elle a été reprise plusieurs fois sur X, hein, vous pourrez trouver facilement. Elle est extrêmement discutable, puisque l'étude elle-même admet que la cohorte analysée, c'est un peu moins de 100 personnes, que ça ne prend en compte que des utilisateurs sur desktop, pas sur mobile, que ça ne montre pas, que ce n'est pas très fidèle à l'usage réel du réseau X, et que donc l'étude sur laquelle se fonde l'opinion qui est là, elle est extrêmement limitée. Donc on est plus dans l'opinion que dans le fait, mais encore une fois, j'ai pas besoin de raison pour quitter X. Je suis vraiment pas un fan d'Elon Musk, je suis pas du tout un fan de la centralisation des réseaux, je suis plutôt pour l'interopérabilité et l'open source. Encore une fois, j'ai un GitLab, j'ai un GitHub, vous pouvez la regarder, mon travail. Même en tant qu'entrepreneur, je considère que ce qui est financé par les impôts, ce qui est financé par des financements publics, doit être open source. Public funding, public source, c'est ma politique. Donc, ce qui est financé par la région, par l'Europe, par tout ça, c'est dans ma société, c'est rendu open source. Encore une fois, il y a mon GitHub pour aller le constater. Donc, je suis à fond pour ça. J'avais pas besoin de cette opinion, qui pour moi reste une opinion très très discutable. Ensuite, l'investiture de Donald Trump, reprenons le contrôle en quittant X. Je ne suis pas sûr qu'on reprenne le contrôle de quoi que ce soit quand on quitte, quand on s'en va. Voilà, ça me paraît là encore extrêmement... ça me laisse dubitatif. Ils quittent X eux aussi. Alors, Mediapart, c'est très à gauche. Fédération européenne des journalistes, c'est très à gauche. Ouest France, il me semble que c'est tagué pas mal à gauche. Greenpeace France, évidemment, très à gauche. CNS, je ne sais pas, je ne connais pas. Alter Echo, on est à gauche. Université de Strasbourg, je pense qu'on va être plutôt à gauche aussi. France Nature Environnement, on est à gauche. Donc on est quand même sur une liste de ce qui est mis en avant qui est très... Il y a beaucoup de gens très à gauche. Ce qui me gêne, là encore pas du tout. Je constate. Et c'est pas un problème. Ligue des droits de l'homme, rien à dire, par exemple. Voilà. Là encore, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, donc ça me gêne pas. C'est là. Voir tous les départs. Alors voilà, il y en a d'autres. Il y a une belle liste. On va pas se mentir. Je vais pas trier. C'est plutôt à droite, c'est plutôt à gauche. Il y a une belle liste. Très bien. Encore une fois, j'ai pas besoin de ça. Personnellement, me barrer de X, c'est pas forcément une mauvaise idée pour plein d'autres raisons. On va s'intéresser plutôt à comment ça marche. Et qui est derrière ça. On va s'intéresser au concret. J'archive mes données de X. Alors là, je me demande comment on archive ces données de X. Je me demande, est-ce que X fournit un moyen de le faire? Normalement, oui, puisque légalement, j'ai le droit de demander à n'importe quel réseau social d'exporter toutes les données qu'il a sur moi. À des formats normalement ouverts, un minimum interopérables. C'est le cas pour aussi bien vos recherches Google que votre page Facebook. Donc on va voir comment ça marche. Je crée un compte Mastodon ou Blue Sky. Alors là, je commence. Là, c'est un problème. Mastodon, Blue Sky sont des sociétés privées. Par qui sont-elles détenues? Je pense qu'il faudrait creuser, mais pour la défense des Lokitic, ce sont des réseaux fédératifs, des réseaux décentralisés, et donc c'est vrai que quelle que soit l'entité commerciale ou la personne morale qui possède ces réseaux, a priori, il y a quand même moins de possibilités de censure ou de contrôle, voire pas du tout. Donc pourquoi pas Blue Sky et Mastodon. Voilà, ça me choque pas. Plus que ça. Je remets mes données vers la plateforme CNRS. Et là, c'est bizarre. Parce qu'il y a marqué CNRS. Et donc, je comprends pas. Il y a marqué plateforme CNRS.
c'est quoi la plateforme CNRS? Est-ce que c'est une plateforme développée par le CNRS? Est-ce que c'est une plateforme hébergée par le CNRS? Et là, je commence à apprécier très moyennement le fait qu'on ait une initiative qui vienne, pour moi, de la société civile et qui, directement, en 3 étapes, à la 3e étape, il y a marqué CNRS. Donc ça m'inquiète. Est-ce que le CNRS va héberger mes données? D'accord? Le CNRS, il est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, si je fais pas d'erreur. Donc ça veut dire qu'il est, sous la responsabilité de l'État et du gouvernement. On me propose de migrer mes données d'une société privée sous l'emprise d'un méchant milliardaire pour les mettre sur une plateforme in fine, si je comprends bien, on va chercher, hein, mais développée, contrôlée, hébergée par une entité de l'État. Ça me fait pas rêver du tout. Ça me fait pas rêver du tout. Lorsque on devait, pour la première.org et pour ma voix, discuter sur le sujet du vote en ligne, le choix qui a été fait, c'est de dire, mais attendez, technologiquement, il y a un problème. Comment les gens vont avoir confiance si c'est une personne privée ou une association qui héberge tout? Quelle garantie vous avez? Techniquement, qui a les clés pour se connecter et avoir un accès administrateur et avoir accès en lecture à ces données? Est-ce qu'elles sont chiffrées? Avec quel algorithme de chiffrement? Quelle garantie on apporte? Est-ce que le code est ouvert et quelle garantie on apporte que le code qui est fourni, c'est bien le code qui est déployé? Ça, c'est des questions qui sont extrêmement compliquées, dont certaines aujourd'hui n'ont pas de réponse technique ou technologique. Ok. Donc là, en tant qu'ingénieur, là, et en tant que citoyen et en tant que contribuable, je me pose des questions directement. Voilà. Je participe à la campagne car je suis une organisation média, une personnalité, un bénévole. Là, c'est pareil. J'ai un problème. Il y a marqué CNRS là. Il y a marqué bénévole là. Donc forcément, je vais me poser la question de qu'est-ce qui existe contractuellement, relationnellement entre le CNRS et le KITX et ses bénévoles. C'est pas clair. C'est pas clair, ça m'ennuie. Voilà. Et le KITX dans la presse, c'est très bien. Alors, hop, c'est peut-être ma faute si c'est... Voilà. C'est plus lisible comme ça. Très bien. Quand quitter X, le compte à rebours est arrivé à 0. Là, mon email. Alors, mon email, c'est quoi ça? Faudra qu'on aille voir où ça va, ça. Hein, voilà. Ça a pas l'air d'être une iframe d'un service tiers. Donc, a priori, c'est eux qui vont enregistrer les adresses mail. Je cherche dans la FAQ. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Comment déménager de X en 5 minutes? Comment Musk instrumentalise X? Bon, là encore une fois... Je sais pas si... Enfin... Elon Musk, quand il poste ça sur son Twitter, et il est responsable de ce qu'il poste sur son propre Twitter. Là, on me dit que c'est en relation avec le CNRS. Bon, je trouve ça un peu cash. Mais bon, encore une fois, si c'est le but de montrer que Elon est un taré. Bon. Elon censure les comptes et contenus qui lui déplaisent. C'est possible. Musk désinforme et promeut des théories du complot. C'est possible. Ça fait partie de la liberté de
liberté de parole, qui est très différente, qui est considérée de manière très différente aux États-Unis par rapport à la France. On va pas rentrer dans le détail. On va essayer de pas faire de politique politicienne. Non, c'est pas en open source. C'est vrai, l'algorithme de X, il est pas en open source. On n'est pas mis à jour depuis 2 ans. Voilà. Encore une fois, quitter X. Aucun problème avec ça, pourquoi pas. Alors, code de conduite, mention légale. Ça m'intéresse. Alors, code de conduite. Je sais pas à qui ça s'adresse. Pour moi, c'est pas une plateforme sur laquelle je peux soumettre du contenu. Donc, je comprends pas en tant que membre de la communauté HelloKittix. Qui est membre de la communauté HelloKittix? Voilà. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas à qui ça s'adresse. Ça s'adresse pas à moi. Si je migre mon contenu via leur plateforme, ça s'adresse à moi. Je sais pas, c'est pas très clair pour moi. Bon, après le contenu, communication basée sur des faits. Dialogue constructif. Ça c'est pareil, hein, gros sujet. Dialogue constructif. Qu'est-ce qu'un dialogue constructif? Montrer de l'empathie, rester factuel. D'aucuns pourraient argumenter que rester factuel et montrer de l'empathie, c'est parfois mutuellement exclusif, puisque en restant factuel, ça veut dire qu'on ne doit pas nécessairement prendre en compte les sentiments des autres, et que donc c'est diamétralement opposé au principe d'empathie. Donc parfois, pour rester factuel, il faut prendre le risque de choquer. Soutenez les membres. Aider les autres, pourquoi pas, rester coordonné, ok. Oui, bon, ça me semble un peu nébuleux. Mention légale, voilà. Alors, HelloKittix, c'est un mouvement transpartisan et apolitique. Si c'est hébergé par le CNRS, c'est pas apolitique. Ça me paraît compliqué de dire que c'est apolitique, ou alors il faut apporter beaucoup d'éléments pour le garantir. Donc, transpartisan et apolitique, dont l'objectif est de permettre aux citoyens de se réapproprier les espaces numériques compatibles avec des démocraties fonctionnelles. Très bonne idée. Et le CLIC, c'est un projet science-citoyen. Voilà, à l'époque, on parlait de Civic Tech. Civic Tech, ça fait un peu... ça fait un peu... Startup Nation, etc. Donc, c'est vrai que science citoyen, c'est pas dégueu comme terme, j'aime bien. Composé désormais de plus de 30 personnes de différentes associations et organisations, quasiment toutes bénévoles. Le quasiment me gêne énormément. Le quasiment me gêne énormément. J'aimerais bien savoir qui est payé par quoi. Fondé par le CNRS, donc là, il n'y a plus de doute possible, c'est fondé par le CNRS. Donc ça veut dire qu'il y a des moyens mis à disposition par le CNRS, c'est dit sur la page d'accueil. Il y a 3 étapes, il y en a une dont les moyens sont fournis par le CNRS, et c'est fondé par le CNRS. Entre autres, mais par le CNRS. Donc, si le CNRS n'est pas à l'origine et n'est pas vraiment impliqué dans cette démarche, nous avons un problème. Il y a mensonge sur la page mention légale. C'est pas terrible. La Ligue des droits de l'homme, très bien. La Quadrature du net, fantastique. Le CNJ-CGT, ça c'est le syndicat des journalistes, je crois. Nothing to hide, très bien. On est prêt, et au poste, je ne connais pas. Mais s'ils sont associés à la Quadrature du net, à la Ligue des droits de l'homme, c'est sûrement des gens très motivés, avec une acuité politique extrêmement poussée, avec laquelle je suis pas forcément d'accord, mais au moins qui réfléchissent à ces sujets-là. Il reçoit le soutien de Data for Good, pareil, ça me faut pas mobiliser la communauté de développeurs bénévoles, et le Cartooning for Peace. Voilà, on a vu des jolis dessins du coup sur le Twitter de Dr Chaval-Arias, des dessins qui sont somme toute très sympas. Quand j'ai vu son thread
où il commence par des menaces d'amende et de prison, et tous les jolis dessins qui arrivent après, je me suis dit, waouh, il y en avait un paquet tout prêt. Ok. Donc j'ai pas l'impression que effectivement il savait pas du tout où il mettait les pieds. Édité par le collectif Hello Kitix. Qu'est-ce que le collectif Hello Kitix? C'est quoi le collectif Hello Kitix? Voilà. Alors là il y a un problème. Est-ce que c'est une association 1901? Est-ce que c'est une société? C'est quoi un collectif? Un collectif c'est rien. Ça veut rien dire. Donc je ne sais pas ce que c'est, et ça m'inquiète. Qui est responsable de quoi? À la fin, s'il y a un problème et si mes données sont dans la nature, qui est responsable de quoi? Par exemple, la primaire.org, c'est une société. Ça a été un choix long, difficile, je sais, pour les fondateurs de la primaire.org. Je ferai sûrement une vidéo avec Thibaut Favre pour en reparler. Il me semble que la primaire.org, c'était une société. C'était clairement expliqué pourquoi. Voilà, c'était pas une association 1901, c'était une société, je crois, et c'était clairement expliqué pourquoi et qui, et donc il y avait des responsables clairement nommés, voilà. Ma voix, il n'y a pas eu de d'association. Ça s'appelait un collectif, c'est une association de fait, et ça veut dire que ma voix n'avait pas de représentant. Ma voix n'avait personne qui publiquement avait une responsabilité ou une autre, et donc quand il s'agissait de faire intervenir le collectif, voilà, hein, ce qui veut encore une fois rien dire, à la télévision ou dans les médias, c'était des gens tirés au sort. C'était des gens tirés au sort. Il y avait un pool de volontaires, c'était des gens tirés au sort. Donc là, le côté collectif était poussé vraiment à son maximum jusqu'à être parfois complètement improductif. Hein. Donc au moins l'absence d'organisation, l'absence de verticalité était respectée. Là on dit c'est un collectif, mais il y a un comité de pilotage. Alors je comprends pas. Moi j'ai l'impression que c'est une association de fait. J'aurais préféré qu'il y ait marqué association de fait. Légilibre, par exemple, est une association de fait, mais ne se définit pas comme un collectif. Le comité de pilotage est composé d'Arié Ilimé, Pablo Ekel, David Chevalarias, David voilà. Et il y a des gens payés, il y a des gens pas payés. Il n'y a pas d'association 1901, il n'y a pas de structure, c'est un collectif. Mais en dessous, l'hébergement du site web est fait par une SARL. Donc ça veut dire qu'il y a une SARL qui fournit gratuitement un service au CNRS, à la Ligue des droits de l'homme. Je comprends pas. C'est voilà, je comprends pas, c'est pas très clair et ça interroge. Et ça me rassure pas. Qui sont les membres du collectif Hello Kitix? Est un membre du collectif Hello Kitix? Ah, c'est la question qu'on a vue tout à l'heure. Toute personne qui adhère aux objectifs de Hello Kitix et à son code de conduite. Alors ouais. Alors ça... c'est pas mal. Il y a des collectifs comme ça où il suffit de dire une phrase et t'es membre du collectif. J'en connais d'autres. C'est pas forcément les meilleurs exemples. Voilà, je vais pas être plus précis que ça, mais ceux qui auront compris auront compris. Donc, est membre du collectif Hello Kitix, toute personne qui adhère aux objectifs de Hello Kitix et à son code de conduite. Donc, je pense que je pourrais me revendiquer membre du collectif Hello Kitix, hein, parce que moi j'adhère au code de conduite et j'adhère aux objectifs, pas aux motivations, mais aux objectifs. Voilà, interopérabilité des réseaux, j'adhère. Donc, je suis un membre du collectif Hello Kitix, voilà. C'est cool, c'est ouvert, ça me choque pas. Mais encore une fois, vu qu'au-dessus il y a des noms, il y a des sociétés, il y a des associations, c'est un mélange des genres qui me plaît pas, qui me rassure pas. Une organisation peut également rejoindre Hello Kitix en appelant à s'approprier de nouveaux réseaux sociaux et numériques respectueux de la vie privée et de la liberté d'expression.
l'appareil s'interroge. Alors, hellokitix.com. Ça pointe vers quoi? Hellokitix. Hellokitix.com. Alors, si elle est perdue chez OVH, c'est très bien. Pas mal, non? C'est français. Donc jusque-là, c'est très bien. Ça aurait été sur Amazon, on aurait bien rigolé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah rien, hein, parce que forcément, il n'y a rien de derrière ça. Ok, très bien. Alors pour savoir un peu plus, il n'y a rien d'autre. Propulsé par SPIP, logiciel libre, distribué sous licence GPL. Je ne connais pas SPIP. SPIP, c'est quoi? SPIP, c'est quoi? GPL. GPL, après, eux-mêmes, ils donnent leur code source. On va aller voir ça tout de suite. Le code source. Il est où le code source? Alors, faire un don. Oh tiens, faire un don. On va faire un don. On va faire un don à qui, du coup? Au profit de On est prêt. Ah, je comprends pas. Je comprends pas. Pour faire un don à Hellokitix, je fais un don à On est prêt. Et On est prêt. Qu'est-ce que c'est On est prêt? Oh, il y a des tampons. Ça fait bien les tampons. Donc ça c'est la page On est prêt sur Hello Asso. Qui sommes-nous? Mouvement, d'accord. Des respirs inspirants, d'accord. Changer nos habitudes, d'accord. L'organisme en hommage, où nous trouver? C'est quoi? C'est une association? Ah. Création, association 1901. Bon. Du coup, si on fait un don à Hellokitix, il faut faire un don via Hello Asso, mais c'est auprès... voilà, je sais pas comment marche Hello Asso, je sais pas quelle transparence il y a du coup sur à quoi servent les dons. Nos actions en cours, faire un don, qui sommes-nous? Donc on peut faire un don, et apparemment c'est quand même fléché vers... faire un don Hellokitix, c'est faire non pour Hellokitix, donc c'est pour On est prêt, mais c'est quand même fléché comme quoi c'est pour Hellokitix. Ce que ça devient après, je ne sais pas. Déduction d'impôt, c'est chouette. Ok. Bon, c'est pas clair. C'est pas clair. J'aurais préféré une association Hellokitix loi 1901. Ça aurait été beaucoup plus clair. Je comprends que c'est difficile. Je comprends que c'est lourd. Je comprends mieux que personne. Mais ça rend pas service à tous les gens qui sont mentionnés ici. Ça rend pas service à toutes les organisations qui sont listées ici. Que je crois de prime abord être de bonne volonté et des personnes qui veulent effectivement atteindre un objectif avec lequel je suis a priori d'accord. Ça rend pas service. Ça rend pas service du tout. Alors, moi du coup, faire un don, ok. Moi en fait, je veux voir comment ça marche. Et là, je suis un peu surpris de pas trouver dans les liens en bas tout de suite le code source. Moi, généralement, je vais en bas et je trouve les liens voilà, vers les réseaux. Il n'y a pas de lien vers le code source. Pourquoi il n'y a pas de lien vers le code source? Je souhaite participer. Je suis un développeur. Je veux aider.
Souvent, moi, c'est ça, je veux aider. Je veux devenir committeur, je veux aider, je veux faire du triage d'issues, je veux faire du debug. C'est où? Où est-ce qu'on va? Parce que je l'ai trouvé, le repo GitHub. Enfin, c'est quand même ironique de dire non, l'algorithme de X Twitter n'a pas été mis en open source, de pas mettre de lien vers le repo où il y a le code source de HelloKitties. C'est dommage. Dommage parce que en tant que personne justement intéressée par la science citoyenne, comme c'était dit tout à l'heure, c'était très bien dit, c'était une très bonne formulation. La partie science, moi je veux la lire là. Je veux les papiers, je veux le code source, je veux l'infrastructure, je veux le. Voilà. Donc là c'est pas cool. Bon, je suis allé chercher et le code source, a priori il est là. Bon, j'ai fait une recherche, GitHub, HelloKitties, il est là. Il est dans une organisation ISC-PIF. Hein, ça, si vous vous rappelez, c'est le... je sais pas, c'est un laboratoire du CNRS, je sais pas comment dire, mais bon, c'est un... On va appeler ça un laboratoire du CNRS, Institut des systèmes complexes, dont on a vu tout à l'heure que le directeur, Head of ISCPF, c'est David Chavalarias. Donc c'est dans l'organisation GitHub du CNRS. Enfin, pas du CNRS, mais en tout cas de ce labo du CNRS. Dans lequel il y a d'autres trucs auxquels on pourrait s'intéresser. Il n'y a pas beaucoup d'activités. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Il n'y a pas beaucoup d'activités. Bon. C'est un peu dommage de reprocher le fait que les repos sont pas à jour chez X, mais le CNRS paye par nos impôts, diffuse du code source, après on sait pas s'il est à jour. C'est pas grave, c'est pas facile de faire de l'open source, ça coûte cher, je comprends. Je suis pas ironique, je comprends. Il y a de la doc pour l'installer, sous macOS, sous Linux, même sous Windows. Donc, je vais pas la tester. Elle a l'air de marcher. C'est basé sur Supabase. Très bonne idée. Ça marche très bien. Voilà, d'expérience, la doc, elle m'a l'air plutôt fiable et ça me choque pas qu'après avoir fait ça, ça tourne. Je vais pas essayer de le faire, mais je pense que ça marche. Alors, premier élément intéressant. Ça passe par l'API Twitter. Voilà. L'API Twitter qui est payante. L'API X, pardon. Sign up for developer account. Ok. Using basic access. Donc voilà, c'est du haut, pas de problème. Très bien. Mais elle n'est pas devenue payante? Donc il y a Premium, il y a Enterprise. Moi, il me semblait que c'était payant. Ça, c'est mon compte Twitter. J'avais créé une app.
Support. C'est pas payant l'API Twitter? Billing. Bon, Darkreader nous rend pas service. If you're working with the X advertising products, you will be using ad accounts to manage your billing details. Ok. Pour la pub, c'est payant. Enterprise API. If you're working with the Enterprise APIs, you will be working directly with your account manager and billing related details. If you're interested in our more advanced product, you can review our pricing details on our pricing page. Ok, pricing. Alors, gratuit. Write only use case and testing the XAPI. Write only. Write only use case, ça veut dire qu'on peut pas lire. On peut pas lire. On peut pas lire. Donc ça veut dire que c'est-à-dire que quelqu'un paye. Quelqu'un chez Lokitix paye pour l'accès à l'API Twitter. C'est-à-dire que quelqu'un a des logins mot de passe et quelqu'un règle la facture chez x.com pour utiliser l'API. Alors 100 balles par mois, c'est pas cher. Je sais pas si on est dans 100 ou même 5000. 5000 par mois, ça commence à chiffrer quand même. Mais quelqu'un paye. Qui paye? J'aimerais bien savoir qui paye. J'aimerais bien savoir qui a les identifiants qui ont accès à l'API. Parce que si mes données passent par, du coup, le logiciel, la personne qui a accès à ces identifiants et qui paye la facture, de facto, elle a accès à mes données. Alors, qui contribue? Eh ben, on va voir ça juste après.